En cette fin de 19e siècle, cet ingénieur d'une cinquantaine d'années s'est déjà forgé une solide réputation dans le monde de l'architecture. À son actif, il compte des œuvres majeures en métal, comme le pont sur le Douro à Porto, le viaduc de Garabi dans le Cantal, ou encore l'armature de la Statue de la Liberté. Tout commence en fait en 1884. Le gouvernement qui est d'ailleurs dirigé par Jules Ferry à ce moment-là, un nom qui est quand même resté dans les mémoires, c'est pas le cas de la plupart des hommes politiques de la République à ce moment-là, décide qu'il se tiendra en 1889, 5 ans plus tard, délai son cours déjà, une nouvelle exposition universelle, c'est la 4e à Paris. Paris est la ville qui en a fait le plus, pour célébrer le centenaire de la Révolution française, 1789. Et dans un deuxième temps, on recherche des attractions, ce qu'on appelle de plus en plus des clous. Le clou imaginé par Eiffel, c'est une tour de 300 mètres, la tour la plus haute du monde. À l'époque, cette idée est très en vogue aux États-Unis et en Angleterre. Mais personne n'y est encore parvenu. Pour la gloire de la France, Eiffel veut être le premier. Comme il l'espérait, en 1886, les organisateurs de l'exposition lancent un concours. Malgré une centaine de participants, Eiffel l'emporte haut la main, grâce à un projet en rupture totale avec ce qui se fait à l'époque. Les édifices de grande taille comme l'obélisque de Washington, qui détient alors le record de hauteur, ou Big Ben à Londres, sont construits en pierre. Mais Eiffel et son équipe décident d'utiliser leur savoir-faire en matière de ponts et de viaducs pour concevoir un projet de tour entièrement en métal. 4 piliers seront reliés par des arcs, sur lesquels reposeront 2 plateformes. La flèche sera couronnée d'un campanile. Si on considère que l'enjeu c'est 300 mètres, les tentatives de tour en maçonnerie n'ont aucune chance de tenir. On va donc se rabattre en quelque sorte sur le métal. Et là, quelqu'un comme Eiffel est vraiment compétent, mais il a compris qu'il fallait choisir d'abord le fer, pas l'acier, pas la fonte. La fonte ne supporterait pas les nombreux étirages indispensables. L'acier, c'est trop rigide. Le fer, c'est plus léger, plus souple, parce qu'il faut que ça résiste au vent. C'est ça le principal problème. Et évidemment, une structure métallique ajourée, tout à fait le contraire de la maçonnerie, ça peut résister au vent. Il faut savoir que la tour, d'une certaine façon, bouge. C'est pour ça qu'elle ne s'effondre pas. Et ça, il faut être un ingénieur qui sort de centrale, comme Eiffel, pour le comprendre. Janvier 1887. Le chantier débute. Gustave Eiffel a choisi le matériau et la couleur. Sa tour sera rouge. Les travaux doivent être terminés dans seulement 2 ans. Pour réussir à tenir ces délais, il adopte une nouvelle technique d'assemblage ultra rapide, le rivetage. Le rivet, c'est une pièce cylindrique qui permet d'assembler, comme dans un mécano, les poutrelles entre elles. C'est ça qui fait tenir la tour Eiffel. Il y aura 2 500 000 rivets qui seront posés. La moitié d'ailleurs en préassemblage à Levallois. Et ça veut dire environ 1 300 000 rivets posés sur le chantier, vous imaginez, en l'espace de 2 ans. Or, il faut 4 personnes pour poser un rivet. Il faut quelqu'un qui assouplisse le rivet. C'est un travail de forge. Il y a du feu ici pendant la construction. Ensuite, il y a quelqu'un qui va tenir le rivet. Un troisième qui va travailler la pièce. Et le quatrième qui enfonce tout ça à coups de masse. Et ça, grosso modo, 1 million de fois. Et là, on fait appel à des compagnons ou de simples manœuvres, mais spécialisés dans la construction métallique. La construction progresse à toute allure. Mais en marge du chantier, les problèmes s'accumulent pour Gustave Eiffel. Les riverains, effrayés que la tour ne leur tombe dessus, intentent un procès. De leur côté, les intellectuels et artistes les plus influents de l'époque, comme Maupassant ou Charles Garnier, signent un pamphlet d'une violence extrême contre celle qu'ils appellent l'inutile et monstrueuse tour Eiffel.
Face aux attaques, Gustave Eiffel ne faiblit pas. Il jette toutes ses forces dans son chantier, car le moment qu'il redoute depuis le début est arrivé. Les 4 piliers distants de plus de 70 mètres sont achevés. Il va maintenant falloir les relier, en espérant qu'ils soient tous exactement à la même hauteur, au centimètre près. C'est là où ça passe ou ça casse. On arrive au niveau du premier étage. Les 4 arêtes sont en train de se rejoindre. Tout ça a été étudié par des dizaines d'ingénieurs et de techniciens travaillant pour Eiffel. Ce sont des mathématiciens, en fait. C'est de la mathématique. Mais sur le terrain, est-ce que ça va être vérifié? En décembre 1887, victoire. Le premier étage est posé. Une étape cruciale vient d'être franchie. Pour célébrer cette prouesse, Gustave Eiffel organise une grande fête au premier étage avec toute son équipe. Il fait aussi graver sur sa tour les noms des plus grands savants de son temps, dont certains le soutiennent depuis le début de cette aventure. Aujourd'hui, ces noms s'affichent encore en lettres dorées tout autour du premier étage. On peut défendre l'idée que la tour Eiffel, c'est la réponse à l'Arc de Triomphe. Parce que l'Arc de Triomphe, pour les républicains de l'époque, qui sont au gouvernement, qui veulent célébrer la Révolution française, c'est le despotisme, c'est Napoléon Ier. C'est un arc du triomphe militaire, avec des noms de militaires. Et la tour Eiffel, c'est une arche de triomphe, mais du triomphe du monde moderne. Et sur le bâtiment, vous avez le nom de Bichat, de Broca pour les médecins, vous avez Arago, vous avez Michel Schall, le mathématicien, c'est-à-dire le monde de Gustave Eiffel. Le chantier se poursuit. En seulement quelques semaines, le deuxième étage est construit. Et un nouveau problème surgit. À une telle hauteur, les échafaudages ne peuvent plus reposer sur le sol. Alors Eiffel décide de les fixer sur les arêtes de la tour, à plus de 130 mètres au-dessus du vide. Les ouvriers travaillent sans protection sur des planches d'à peine 1 mètre de large. Miracle, aucun mort ne sera à déplorer. 2 ans, 2 mois et 5 jours après le début des travaux, le plus haut monument jamais construit par l'homme est achevé à la date prévue, en mars 1889. Lors de l'inauguration, il invite ses ouvriers et leurs familles à grimper. Tous découvrent alors médusés la vue époustouflante. L'inauguration de mars donne le ton de ce que sera la réaction de la plupart des 2 millions de visiteurs de l'exposition qui monteront à la tour Eiffel. Ils sont éblouis. 2 mois plus tard, en mai 1889, l'exposition universelle ouvre ses portes. 200 000 personnes par jour profitent des attractions, comme ce chemin de fer qui traverse le Champ de Mars. Au pied de la tour, les 35 pays invités ont déployé des moyens faramineux pour briller aux yeux du monde. Les pays d'Amérique latine notamment, comme la Bolivie, le Brésil ou l'Argentine, ont fait construire de fastueux pavillons nationaux. Mais impossible de rivaliser avec la France, qui en plus de la tour Eiffel, a construit cet immense vaisseau de fer et de verre. Le Palais des Machines. Par centaines, des engins ultramodernes fabriquent du papier ou des horloges dernier cri. Tout ici est une ode au progrès. La nuit, le visiteur découvre cette fontaine qui fonctionne à l'électricité. Une énergie toute nouvelle à l'époque.
Mais la merveille qui capte toutes les attentions, c'est la tour.